Bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir pour cette première table ronde organisée dans le cadre des rencontres de l'Union papetière, avec un thème on ne peut plus intéressant puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle dans l'activité industrielle, les perspectives et les applications concrètes. Alors, les entreprises industrielles du papier carton font aujourd'hui face à une grande concurrence internationale. Et pour préserver leur compétitivité et se développer, elles doivent impérativement se moderniser, ce que la plupart ont bien sûr déjà entrepris. Au cœur de cet enjeu, l'intelligence artificielle avec des systèmes informatiques de plus en plus sophistiqués, dotés de facultés d'apprentissage, d'adaptation et d'une forme de raisonnement. Alors peut-être pour démarrer, me semble-t-il, il serait intéressant de définir ensemble ce qu'est l'intelligence artificielle. Marc Damès-Fontaine, peut-être pouvez-vous revenir un petit peu là-dessus et développer sur ce sujet vaste. Donc l'intelligence artificielle est un terme qui est revenu très à la mode. Donc la définition qu'on a actuellement est une définition assez simple, c'est celle d'essayer de reproduire l'intelligence humaine. Alors évidemment, dit comme ça fait simple, mais l'intelligence humaine, c'est quelque chose de très compliqué. Globalement, ça veut dire être capable de capturer un certain nombre d'informations sur son environnement, la modéliser, de plein de façons que ce soit, dans le cerveau, raisonner, et puis agir sur cet environnement. Alors en ce moment, on en parle beaucoup. Ça va dans la suite de ce qu'on entendait beaucoup sur la data science, qui est la capacité d'analyser avec des algorithmes automatiquement la donnée, qui venait elle-même d'une autre grande tendance qu'on appelait le big data, qui était la capacité de générer énormément de données et donc de sortir de la valeur de toutes ces données, qui venait elle-même de la BI, Business Intelligence, qui était le premier volet de restitution de l'activité. Alors dans l'intelligence artificielle, c'est une discipline à part entière maintenant dans l'informatique, dont une composante importante est l'apprentissage artificiel. L'apprentissage artificiel, ou machine learning en anglais, est la capacité d'un algorithme à prendre des données en entrée, à les analyser et en proposer une sortie qui corresponde à un objectif. Donc c'est une des briques de l'intelligence artificielle, sachant que quand on monte un projet d'intelligence artificielle, la partie cœur, donc l'algorithme, représente en général moins d'efforts que tout ce qu'il y a autour. Acquérir et développer un service d'intelligence artificielle, c'est comme intégrer une nouvelle compétence dans une entreprise. Il faut donc prévoir comment l'alimenter, et ça demande un effort important, et puis comment bien valoriser ce qui se passe après. Les algorithmes sont souvent au cœur des débats. En réalité, voilà, on a fait un gros saut ces dernières années avec notamment le deep learning qui permet d'atteindre des performances algorithmiques bien plus fortes. Mais quand on industrialise de l'intelligence artificielle, en réalité, l'algorithme, ils sont déjà bien connus et bien délimités et ce n'est pas la majorité de l'effort quand il s'agit d'industrialiser un projet d'intelligence artificielle. Pardon, Bernard Loiseau, excusez-moi. Vous avez vous-même, au sein de SEB, mis en place des solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il est possible déjà de faire au niveau de l'IA dans le monde industriel? Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc, dans le groupe SEB, en fait, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre pourquoi on a fait ça et comment on en arrive là, avec beaucoup d'humilité, évidemment. C'est vraiment une démarche qui a été poussée par le COMEX, donc un sponsoring au plus haut dans l'entreprise, pour définir ce qu'était la digitalisation du groupe dans son ensemble et comment accélérer cette digitalisation. Alors, elle a été opérée à tous les niveaux de l'entreprise, autour de notre outil commercial, autour de notre marketing, autour de nos offres, notre positionnement sur les réseaux sociaux, autour des employés et autour de notre outil industriel. Donc 6 grands piliers pour cela, et avec un facilitateur qui est la data, puisque la data est un peu le leitmotiv de tout ça, le leitmotiv, le carburant du digital. Et donc un stream transverse data qui a permis
majoritairement d'accompagner un ensemble de use cases sur toutes les fonctions de l'entreprise et en particulier autour de l'outil industriel. Donc vous savez, le groupe SEB possède encore 40 usines dans le monde, une dizaine en France, et avec des sites très hétérogènes, énormément de produits qui sont assemblés ou fabriqués partout dans le monde. Et donc les sujets sont très différents d'une usine à l'autre, très différents d'une machine à l'autre au sein d'une même usine, même parfois. Donc avec un sponsoring fort et puis un modèle opérationnel qui a été mis en place spécifiquement, donc en regroupant l'ensemble des experts de la data au sein d'une même équipe, donc des data engineers, des data scientists, des architectes, des personnes pour faire le project management. On a commencé du coup à s'intéresser à l'intelligence artificielle, puisque je prends des raccourcis assez forts, la partie big data, la partie connaissance client, la partie segmentation, la partie recommandation de recettes. C'est fait, c'est assez standard, on a beaucoup de maturité à ce niveau-là. Par contre, beaucoup moins sur la partie industrie, qu'on a commencé à regarder il y a 12-18 mois. Et donc là, on a regroupé les bonnes compétences et on a essayé de déterminer quels étaient les meilleurs use cases pour aider à quoi faire? Aider à optimiser les processus dans un premier temps, aider à améliorer la flexibilité dans les usines, réduire la pénibilité, évidemment. Et donc, comment on améliore l'efficacité dans les entreprises, sur les lignes de production? On essaie de réduire les temps de cycle, on essaie de diminuer le taux de rebut. Et pour faire ça, une fois qu'on a passé, qu'on est allé au bout de la méthodo, qu'on est allé au bout de ce qu'on pense avoir optimisé, eh bien, nous, on arrive pour expliquer qu'il est peut-être opportun d'essayer de considérer la data, de capter toutes les données possibles de l'ensemble des automates ou des robots pour essayer de trouver des corrélations entre des paramètres qui permettraient, juste en réglant simplement tel ou tel paramètre, d'améliorer significativement le temps de cycle ou de diminuer le taux de rebut. Voilà, on a fait ça sur divers processus. On travaille avec M. Laporte sur l'injection plastique, mais on travaille aussi sur la soudure, la soudure des ergots de poêles. On fabrique 48 millions de poêles chaque année à Rumilly, donc il faut que la soudure soit tout à fait correcte. On travaille sur la frappe à chaud, sur l'emboutissage. Donc énormément de sujets sur lesquels l'intelligence artificielle permet, en tout cas commence à permettre d'améliorer le processus sur certaines usines. Alors justement, Laurent Laporte, est-ce que vous pouvez revenir sur les bénéfices attendus de l'usine 4.0, de l'interconnexion? Je pense qu'on a... Bonjour à tous. On a parlé de la nécessité de progresser. Quand on souhaite progresser, on va être confronté à chaque étape à des problèmes de plus en plus compliqués. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des use cases, qu'on appelle des choses comme ça, tous ces mots qui viennent de sortir, c'est simplement des problèmes qui se posent à nous et qui sont des barrières en fait à la progression. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dans la papeterie et il y a des, suivant les métiers dans le papier, il y a des grâles. Fabriquer plus vite, casser moins, sans dégrader sa qualité, ça permet d'avoir une productivité meilleure, mais c'est en général très antinomique. Parce que plus je mets de la vitesse, plus j'ai des chances de casser et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on appelle un use case typique. Donc l'idée, c'est de concevoir en fait l'arrivée de ces nouvelles technologies qui sont tout un jargon qu'on a décrit, Big Data, ça, comme une continuité de ce qu'on a fait précédemment. On a mis en place des systèmes de production dans les années 80, on a mis en place des démarches lean manufacturing, on a éliminé des gaspillages dans les années 2000. Aujourd'hui, on arrive à une nécessité de régler des problèmes plus complexes que des problèmes qui sont appréhendables par des équipes sur place. Et ces technologies-là vont être, si elles sont installées à bon escient et employées correctement, vont être capables de faire ça. On va aujourd'hui vers des transformations qui sont de 3 ordres, à mon avis. On va devenir de plus en plus prédictif. On va pouvoir piloter son moyen de production en ayant moins de surprises. À travers certains critères objectifs qu'on a identifiés, on va pouvoir savoir si on est en risque ou pas de surconsommer de l'énergie ou d'avoir des difficultés. On va devenir de plus en plus prescriptif,
On va non seulement utiliser les données pour faire des analyses a priori, trouver des zones prédictives, mais on va pouvoir donner des consignes en temps réel aux hommes ou aux machines directement, c'est-à-dire être capable d'ajuster des paramètres dans un système de réflexion qui est capable d'appréhender la complexité de la situation. Puis on va devenir très créatif, parce que les solutions qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui sont des solutions qui vont nous faire sortir du confort de nos habitudes actuelles, et on va pouvoir commencer à utiliser nos données pour piloter différemment, voire pour créer des nouveaux produits. Nous, on a des exemples depuis quelques années où on a réussi à casser la routine classique qui est le client veut un produit qui n'est pas en catalogue. Donc je le conçois avec mes ingénieurs, on fait des essais sur la machine qui me coûtent du temps, qui me coûtent de la matière, qui me coûtent de l'argent. On récupère le résultat de l'essai, on fait une itération ou deux pour arriver à quelque chose, on estime un coût. Tout ça, on peut le faire directement avec la donnée et être bon du premier coup, voire passer en fait des produits à des spécifications compatibles à nos équipements de production, mais des produits qu'on n'a jamais fabriqués, qu'on va passer au milieu de la série, et le système va automatiquement nous fournir des recommandations. Donc voilà, 3 choses importantes. Devenir prédictif, de plus en plus prescriptif, jusqu'à aller vers de l'autonomisation partielle ou complète, et puis on va créer, on va pouvoir se mettre dans un mode plus créatif. Avec bien sûr donc une interconnexion des outils de production qui change quand même la donne. La papeterie est très digitalisée, on va dire, depuis très longtemps, dans les laboratoires, dans les machines de production, dans les systèmes de pilotage de l'atelier. Le 4.0, c'est la mise en plateforme de ces données. Et on va créer des environnements d'analyse de données élémentaires. Moi, j'appelle ça des jumeaux virtuels. Chaque produit fabriqué, on peut le stocker dans une base de données, dans une plateforme utilisable par tout le monde, et on va pouvoir le réutiliser pour plein de choses dans le futur, et on va avoir vraiment tout ce qui est fabriqué va être virtualisé. C'est la petite révolution technologique. Avant, on était très siloté. Le système contrôle-commande, le DCS, en fait, pilotait des données process. Le laboratoire pilotait des données qualité. Aujourd'hui, on doit être en mesure très facilement de pouvoir faire interagir l'ensemble de ces données pour qu'elles répondent aux questions qu'on se pose. Ouais. Alors Mika Kareila, justement, vous allez pouvoir nous parler des opportunités qu'apporte le cloud et les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le machine learning, au système automatisé dans l'industrie papetière. Et à quelles conditions, justement? I have actually a little bit more background information in my presentation, what is actually behind the machine learning and artificial intelligence. I have some practical use cases here and what artificial intelligence actually implement. I have some examples here. And so what is actually behind the machine learning? So we are actually making the rule-based decision-making systems that are most probably product configurators, and you can have every programmer can implement that kind of static implementation. But when we are going to statistical reasoning, then we are needing the data science types. So there are the interpolation or extrapolation and predictive maintenance is coming into the view in that case. But now we are actually around this area where we are using the machine learning. So you have to have the data scientist type people who can actually select the training set, how to train the machine learning, and when you are going a little bit more about the autonomous intelligence, then you have to have somebody who will validate what is the artificial intelligence providing you, because it's a self-learning system and you cannot be always sure if it's correct or not. And you have to have human in the loop. And when we look this anomaly detection, that can be already implemented on the control system level. It's the kind of rule-based and statistical reasoning that it's using. And when we go to paper sheet defect detection level, it can be self-organizing map. This is actually not so good when you are using the Kohonen, but when you are using the distributed statistical neighborhood embedding, then you can see clear clusters of the paper sheet defects. This is actually one working example how you can use the machine learning for the clustering. You can get the different kind of paper holes, is it the white spot, dark spot, or scratch. And when we go further, then we are going to this real machine learning implementations that we have now, the paper machine web break predictor that can actually give you the health score, break probability accuracy, something around the 50%. It's actually very good with the paper web break prediction. And we have actually implemented to this dynamic dashboard also the root cause. It will show you where you have the problem actually, but customer doesn't always know what to do then.
And then we need the expert people who can help the end customer. This is actually the same with the Tissue machine. It's a little bit different algorithms, different kind of training data set, but it's the same principles that you can actually implement with when you are using heavily the machine learning. And when we go to human-like artificial intelligence, you have this natural language processing that is actually quite good accuracy already. And then there's this pattern recognition that is used for the cyber attacks. If it's too aggressive, it's not actually then the bad thing. It can block your internet access, but that's actually where artificial intelligence already used. And this is the hype curve, so you can see the deep learning, machine learning, and the NLP are here, but the speech recognition is already quite mature. And what we are going to do with the artificial intelligence, the chatbots, those can be actually working all the time. And then when we look at what has been happening last, let's say 5 years, we are actually now that Alexa has skills over 20,000. And if we look, this is one example of what I built last year. So this is the how to connect Alexa with the real-time data. Oh, sorry. It was not the mouse there, it's this one. What is loop status? Level controller current value is 83.2. It's reading the real-time data How from to the fix this? OPC UA, and now it's actually looking the knowledge base from the PDF manuals. Oh, we cannot hear. Sorry. Alexa, thank you. You bet. Another example is to use the Amazon Web services, and we can actually use the Lex, and the chatbot is implemented with the API interfaces. So this knowledge base is now handwritten, but we can actually connect that to tech nodes. Then you have the validated data, and you can actually then get the information from there. So you have to remember this can be, we have connected the gestures and the speak together. I can help you to take care of Tissue Machine with some tips. Here are some monthly actions that are good to remember. Clean outs of the old catch. And it's connected with the virtual web interface, so you can have actually the 3D model of the customer machinery there. And this chatbot, it can actually learn more, but we need actually human in the feedback, that the human can tell if the proposal is correct or incorrect. Those are now the easy questions that I'm actually using. I am Valmet expert. I have knowledge about paper making and paper machine functionality. What to do in daily maintenance? You have to check 2 items. Check doctor assembly for operation. And this canvas is just if we want to add the photos or pictures there. So you can embed more information than just the textual or audio. You have to check 2 items. Check doctor assembly for operation. Check plate for wear. Replace as necessary. And this is cloud-based service now. Maintenance. And we can run that one also on the mobile phone using just a web Clean browser. up save all, catch, pans. Check loading air hoses, if exist, for leaks. Lubricate oscillating shaft bearings as necessary. Check gear motor oil level. So this is then how we can actually connect the virtual reality. So now we can actually use the different kind of the ready-made assets. This is now the OptiConcept paper machine that we can connect, and then we can actually get the videos or what we have here. Yeah, videos are for the training, so we can actually embed those, run those locally or from the cloud. So this can be used to train the field service people easily without being on site. So you can explain where is the power supplies, relays and fuses, and what are the different LEDs giving you the error information. And then when we go closer, we can actually get the OPC UA based data, live data, animated, context menu, different kind of web links,
and so you can have actually those web servers locally or from the cloud. There's a lot of more functionality, and this is then how we can connect the avatars. So the avatar can be a human, and it's then visible with the robot-like, with the gesture. Yeah. So you can actually speak to each other and use the laser pointer to show where is the problem. And then we can also connect the artificial intelligence behind that. I think this was another short video. It's a different, so we can actually load different 3D models and then show those to connect customers, and when we have people there connected, we can actually teleport also to other human. So that's the complex model that we are using. And then what is our industrial internet? We can connect the data on company level, mill and plant level, process data, and then we have experts who can actually start to talk with the data and customer, and then we can provide those results. But there, as a summary, the machine learning can be used, so you can find and detect problem, but then you need the domain expert to solve the problem. And the artificial intelligence is also maturing. So there is this natural language processing, and artificial assistants are coming now. But we provide people teams with the data science and programming skills with the domain knowledge. Thank you. Merci. Alors, on le voit effectivement, la technologie est très riche, mais pour que ce soit un facteur de réussite, le facteur humain est essentiel, Marc Damès-Fontaine, pour que cela réussisse, pour que cela fonctionne, justement. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de ce facteur humain? Alors effectivement, donc ces nouvelles technologies bouleversent les pratiques. Au-delà de la virtualisation et de la digitalisation de toutes les interfaces, de nouvelles compétences sont sollicitées. Et puis il y a aussi évidemment une appréhension de beaucoup de métiers techniques, ou de métiers moins techniques d'ailleurs, et cette appréhension est normale. Donc tel qu'on le projette actuellement, et Laurent le rappelait sur les nombreux cas d'usage que l'intelligence artificielle adresse, pour l'instant, le niveau de maturité fait qu'on est capable d'automatiser des tâches et non pas des métiers. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas de connaissance du contexte, et certaines tâches de certains métiers vont pouvoir être automatisées. Et donc là, on peut quand même se rassurer que ce sont des machines qui vont faire une partie du boulot peut-être compliqué, dangereux et répétable, voilà, sans valeur ajoutée humaine. Et que voilà, donc au-delà de ça, on va amener aussi des nouvelles compétences qui vont donc créer des nouveaux métiers. Et il y a toute une nouvelle partie de ces métiers qui, voilà, on sent que le marché demande beaucoup de choses, mais la réponse est encore un peu longue à venir. Laurent Laporte, justement, pour que ce soit efficace, il faut construire un plan de fonctionnement en entreprise par rapport à tout ça. Bon, alors, moi, je vais essayer de vous illustrer ce qui se passe dans la papeterie que je vois au niveau mondial, puisqu'on est là pour parler d'un peu de papeterie aussi. Mais il y a 10 ans de ça, j'avais fait une petite présentation à la TIP lors d'une remise de trophée. J'avais parlé de la volonté d'aller vers l'usine autonome. Il y a 10 ans, on n'était pas vraiment audible. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a mis en place de la collecte de données, de la résolution de problèmes, on a mis en place de la standardisation, une première étape de transformation. Depuis 2 ans environ, dans la papeterie, et principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a des gens qui sont très actifs sur mettre en place, d'une façon très pragmatique, des plans de transformation. Ça part du corporate, où ils ont, après avoir fait beaucoup d'essais avec des données, ils ont compris qu'il fallait qu'ils organisent en fait la mise en œuvre de ces technologies. Là, je reviens du Brésil, où les derniers résultats, on a commencé à autonomiser une machine à papier. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place toutes les couches technologiques. C'est la direction qui nous l'a demandé. Collecter des données, les mettre en plateforme, les transformer et mettre de l'algorithmie apprenante sur ces machines. On a pris des use cases très classiques. Là, l'idée, c'était de fabriquer moins de casses sur le papier le plus faible en grammage par rapport à ses collègues dans la gamme de grammage. Et en fait, on arrive à faire 2 fois moins de cases sur un papier de 56 grammes que sur un papier de 90 grammes
en augmentant la vitesse sans avoir d'impact majeur sur la qualité. Et on le fait avec des réglages que les gens n'aiment pas. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à ces réglages-là. Ils estiment que c'est pas normal, on ne fait pas du papier comme ça, on ne travaille pas comme ça. Mais la différence de performance pour la direction générale est phénoménale. C'est-à-dire qu'en définitive, ils vont gagner sur un seul grammage 8 jours de production dans cette usine. Donc évidemment, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de faire un plan qui nous permet, à chaque fois qu'on a un use case comme ça, les cases sont un use case, ils ont 9 machines à papier, on va déployer sur tous les grammages ce principe-là, c'est une vingtaine de variables autonomisées. Et ensuite, on va commencer à qualifier d'autres use cases. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la consommation énergétique? Qu'est-ce qu'on peut faire sur la vitesse? Il y a des machines qui sont très sensibles à des caractéristiques papetières. Si je vous parle de tensiles versus tear, l'éclatement versus la traction, bon, ça, c'est des choses un peu compliquées à obtenir. Ça va être là-dessus qu'on va travailler, alors que d'autres machines, ça va être plutôt sur le tonnage global, la consommation énergétique. Donc, les gens, ils ont pris le projet par « je choisis stratégiquement les choses que je vais attaquer en premier, je mets en place le minimum nécessaire pour y arriver, et ensuite je lance un projet sur lequel je communique et on avance étape par étape. On prend zéro risque. Tout ce qu'on recommande en fait aujourd'hui par une intelligence artificielle est dans une plage de fonctionnement qui est prédéfinie par des ingénieurs. On fait ce qu'on appelle des fenêtres opératoires optimisées. Et en fait, on ne fait que de la recommandation dans ces fenêtres. Donc il y a très peu de risques. Et en fait, les gains sont assez importants. On est toujours étonné de ce qu'on obtient. Des projets comme ça, j'en ai donc au Brésil et j'en ai aux États-Unis qui démarrent sur des machines neuves ou sur des machines un peu anciennes. Donc ça veut dire qu'on peut engager une transformation qui va toucher le culturel. Parce qu'en fait, on va dire aux hommes, sur ces variables-là et sur ces objectifs-là, c'est plus vous qui êtes maître. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer. Mais on peut le faire d'une façon très progressive et très systématique. Et je pense que le mot système, il est au cœur du sujet. Je pense qu'à terme, ce qu'on est en train de faire avec l'industrie 4.0, c'est modifier profondément le système de production qu'on a mis en place dans les années 80-90 pour le transformer en un système de production plutôt orienté année donc 2020, sur lequel on va utiliser une organisation d'émissions, un mode de fonctionnement différent, et on va être augmenté par la technologie. Ça, c'est concret, ça existe, ça fonctionne et ça va s'accélérer. Merci. Alors Bernard Loiseau, comment justement le groupe SEB envisage l'avenir en matière d'industrie 4.0? Quels sont les enjeux et puis les difficultés peut-être que vous identifiez d'ores et déjà? Alors on a déjà identifié les difficultés puisqu'on a beaucoup de sites et ces sites sont très hétérogènes entre eux. Avec des cultures aussi locales, donc c'est aussi ça fait partie des éléments à prendre en compte. En tout cas, on souhaite à minima développer ce qu'on appelle chez nous un corps modèle autour de l'industrie du futur, avec, on va dire, les essentiels que sont le Manufacturing Execution System, la robotisation quand elle est pertinente au maximum, les AGV, la gestion de l'énergie, de l'environnement. On est très évidemment, comme vous tous, sensibles à cette problématique qui coûte très cher. Et donc, voilà, on ira avec un corps modèle. Là où on aura des difficultés à l'implémenter, on sera pragmatique. On fera peut-être différemment, ou on s'y prendra, on commencera par d'autres étapes. Mais voilà, tout va s'articuler, on va dire, technologiquement autour du MES. Le MES qui va s'interfacer avec les systèmes de supervision intelligents, les systèmes d'analyse de données à froid, la mise en place d'algorithmes de machine learning embarqués pour corréler rapidement des paramètres à modifier pour des régleurs ou des superviseurs de chaîne. Voilà, c'est ça le programme d'industrie du futur du groupe SEB. On retourne un peu sur Terre par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est quand même des investissements assez colossaux. L'industrie du futur, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Marc Damez-Fontaine, vous disiez tout à l'heure, les assistants virtuels vont pouvoir automatiser des tâches et pas des métiers. Quelles sont aujourd'hui les limites de l'intelligence artificielle et comment on peut anticiper justement cette montée en puissance dans les prochaines années? Alors les limites d'abord sont celles de la compétence pour l'instant. Pour traiter toutes ces données, ça demande de nouvelles compétences, des nouveaux modèles, des modèles d'organisation. Donc Laurent le rappelait, c'est compliqué de trouver, d'intégrer des instruments qui sont les automates, qui font les recommandations et les métiers. Et il va y avoir aussi une nouvelle forme de limite qui va probablement apparaître rapidement, notamment, alors plus dans le B2C, mais liée aux contraintes juridiques. Je pense que cette révolution technologique, elle est du même ordre que celle de l'industrialisation massive qu'on a connue quand on a inventé le travail à la chaîne.
il va aussi y avoir des contraintes de risque plus fortes qu'il va falloir superviser. La supervision de la performance de ces algorithmes qui peuvent parfois prendre des décisions tout seuls. Donc ça va créer un certain nombre de freins. Il y a certainement des erreurs qui vont être conduites, qui vont se produire. Il va falloir être très attentif. Et puis la réglementation va aussi demander un certain nombre de certifications sur tous ces sujets. Monsieur Carreillet, je crois que peut-être vous souhaitiez réagir justement sur les limites de l'intelligence artificielle, les risques potentiels par rapport à tout cela. So it was about the difference about the machine learning and artificial intelligence, or the limitations about the limitations. So when we are actually selecting the case that we want to solve, we are using the machine learning, that we have a limited scope, so we can actually limit the amount of the variables that we have to collect. And when we are collecting only a set of parameters that we can agree with end customer, that we can collect the data, and that data is then used to training the model, and then we are validating it. Then it's on the safe side. That we have actually then, when the machine learning gives the prediction, there is still the human operator who will decide what to do. So that is on the safe side. But when we are using the artificial intelligence, there is still good to keep the human in touch, because if it's autonomously learning something and finding a new solution that can be incorrect, there we need actually human to react that kind of proposal. Mika Carreillet, justement, par rapport à la salle de commande physique, est-elle indispensable pour créer de la réalité virtuelle et augmentée? So we keep always the human responsible. As with the self-driving car, there's still human who have to touch the wheel after 10 seconds, and also with the aeroplanes you have still the pilot who is actually controlling the aeroplane. And same is with the big power plants or paper machines. There's still human running the process. Merci. Une question également sur l'aspect humain, justement. Comment faire en sorte que les directives qui sont décidées au niveau de la direction soient appliquées par les opérateurs, puisque peut-être aussi la difficulté vient de là, le fait que certains opérateurs aient beaucoup d'indépendance et n'appliquent pas forcément ce qui est décidé pour une meilleure performance. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Comment commencer? Je pense que, alors à la fois Laurent le rappelait et puis aussi Bernard, faire des POC, donc faire des preuves de concept, faire des premiers sujets, essayer. C'est pas forcément les sujets qui sont les plus onéreux, qui peuvent rapporter le plus. C'est pas forcément les sujets qui coûtent extrêmement cher. Parfois, analyser des petits jeux de données avec une méthode algorithmique, ça permet de sortir des très grands résultats. Laurent le rappelait, et pas parce qu'on a énormément de paramètres qu'on peut trouver les optimums locaux relativement facilement. Et à la suite de ça, on peut imaginer bien sûr que plus on a de données, plus on a de paramètres, plus les modèles vont s'améliorer en performance. Et cela de façon le plus autonome, c'est souhaitable, mais on n'est pas encore là. Je voulais revenir après sur l'impact de l'IA tel que les entreprises le perçoivent. On est encore sur des intelligences artificielles qui sont limitées en termes de périmètre applicatif. Et la connexion entre ces différentes IA, c'est pas tout de suite. Donc Laurent pousse, et j'entends bien, et c'est très intéressant, l'usine autonome, l'usine qui sait s'adapter à la demande, comme un ordinateur sur lequel on appuierait un bouton en disant « change-moi le grammage de la sortie pour la prochaine semaine », et puis tout se met à jour automatiquement, super. Donc là, ça veut dire que derrière, il y a de multiples intelligences artificielles qui sont capables de se coordonner les unes avec les autres et de trouver les meilleurs paramètres pour changer d'état et puis se mettre en production sur un nouvel état. Donc ça, c'est l'avenir, c'est sûr. Pour ce qui se passe actuellement, on est davantage dans les expérimentations, les industrialisations qui ramènent de très forts ROI, parce qu'on parle encore une fois d'automatisation et puis d'amélioration des KPI les plus traditionnels dans les chaînes de production. Par rapport à la façon dont ces solutions peuvent être mises en place, Bernard Loiseau, est-ce que vous-même, vous êtes plutôt pour acheter des solutions efficientes clés en main, les développer, quelle est votre stratégie au niveau du groupe? Alors je dirais qu'il
il n'est pas question de tout faire soi-même et il n'est pas question de tout faire non plus. Donc c'est une réponse un peu normande, mais dans la stratégie de make or buy, tout dépend, je dirais, du contexte. Encore une fois, poussé par certains membres du COMEX, il a été déclaré et il est totalement assumé que la data au sein du groupe CEP doit être un asset maîtrisé. Donc on le maîtrise un minimum, je dirais, puisqu'on a donc décidé de se doter de compétences spécifiques dédiées et de savoir-faire. Voilà. Donc, quand on considère qu'on a un asset qui est stratégique, on considère, nous, qu'il est important de le maîtriser. Ceci dit, on doit choisir nos combats et on ne peut pas tout mener de front, évidemment. Et donc, on travaille aussi avec des partenaires qui nous aident soit à développer, soit à nous faire progresser, en fait. On apprend avec les partenaires. Voilà la réponse que je peux donner. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre de notre programme Industrie du futur, puisque, voyez, moi, j'ai pas un parcours industriel, et aujourd'hui, on me demande, et je suis responsable de mettre en place une stratégie data pour l'industrie du futur. Peu importe, c'est pas grave. Les technologies sont les mêmes, qu'on travaille dans le marketing ou dans l'industrie. Les compétences sont les mêmes. Un data ingénieur, il sait travailler de la donnée industrielle comme il sait travailler de la donnée consommateur. Ce qui change, voilà, c'est l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Voilà, aujourd'hui, pour travailler sur de l'injection plastique et pour être compétent, pour sortir de la valeur à partir de la donnée des machines, il faut qu'on ait en face de nous un expert de l'injection plastique. Voilà. Et donc le reste, après, je dirais qu'on n'a pas besoin d'acheter, puisqu'on a le socle technologique, très souvent open source, donc qui n'est pas gratuit, mais qui est quand même, on n'est pas dans le même fonctionnement que des solutions logicielles du marché. Et donc voilà, c'est un peu, on est pragmatique, on essaie de développer un savoir-faire en interne pour avoir des compétences d'interface avec des partenaires. Et en parallèle, quand on n'a pas la bande passante, on n'a pas les moyens, ou bien c'est un sujet à défricher, on utilise volontiers, on fait volontiers appel à des partenaires. Merci. Alors je vous propose maintenant, il nous reste un petit peu de temps, de passer le micro dans la salle. Si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter. Merci Paul, merci messieurs. Bien sûr, dans le prolongement de 3 commentaires, vous nous avez dit 3 choses. Le ROI est fantastiquement impacté par ces opérations-là, plus d'automation, plus... donc on peut... C'est pas dit comme ça, mais on peut entendre. On a quand même besoin de moins de bonhommes sur les machines, puisque vous nous dites ça. En même temps, vous nous dites, il faut des compétences spécifiques. Moi-même, je ne viens pas de l'industrie, mais voilà, j'ai développé ces compétences. Donc, dans le fond, un des problèmes aussi auxquels nous on fait tous face, quel genre de bonhomme il nous faut dans nos entreprises ? Si on veut développer et mettre en place ces intelligences artificielles, finalement, je pense que vous nous montrez un petit peu que c'est incontournable, c'est pas qu'une mode, ça devient incontournable. Qui doit faire ça ? Monsieur Laporte. Alors, je laisserai répondre mes collègues, mais la première des choses, je pense que on a absolument besoin d'une direction. Celle qui existe aujourd'hui doit commencer par définir une vision, son projet. On ne transforme pas si on n'a pas une vision de là où on veut aller. Et ça paraît élémentaire, mais en fait, on rencontre beaucoup de gens qui sont un peu dans le flou au niveau de cette vision. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, on peut s'appuyer sur ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans des industries transversales, parce que c'est aussi une belle expérience. Vision. Une fois qu'on a vision, on peut commencer à mettre en place une stratégie. Ce sont des projets informatiques qui sont très différents des projets informatiques infrastructurels qu'on faisait avant. Mettre en place un ERP, ça coûtait cher, c'était long, ça ne faisait pas ce qu'on voulait à la fin. Aujourd'hui, on a le droit d'être plus exigeant, on a le droit de vouloir faire vite. Alors, faire peut-être un peu plus petit, mais d'avoir un retour sur investissement ou en tout cas une compréhension. Le retour sur investissement peut arriver quand on va passer à l'échelle, en fait. On ne va pas faire ça. Donc, vision, stratégie, il va y avoir des missions, et là je vais répondre à votre question, qui vont être différentes, effectivement. Je pense que tout le monde va un petit peu changer de mission. La direction va devoir définir cette vision. Elle va devoir après aussi imposer une stratégie qui va être certainement proche de la nécessité économique. Qu'est-ce qu'on fait avec notre entreprise le mois prochain ? On la pilote comment ?
Ce qui veut dire que derrière, on va demander à un staff technique de résoudre des problèmes différents, c'est d'adapter les conditions de pilotage de la machine à des conditions économiques et pas forcément à ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire purement de la qualité ou de la productivité. Et les opérateurs, eux, vont se retrouver dans des missions un peu différentes, je pense aussi. Je vais être très cru, mais je travaille sur un projet d'une nouvelle machine à papier, d'accord ? Aux États-Unis, dans le packaging, ils fabriquent 1,5 tonne par personne et par an, en moyenne, d'accord ? L'usine qui nous sert de référence aujourd'hui fabrique 3 tonnes par an par personne. C'est une usine où il y a 88 personnes pour faire tourner en fait la machine à papier. C'est une machine à papier avec du recyclage. Bon. Le projet qu'on fait, c'est on descend à 48 personnes, on va faire 5600 tonnes par an par personne. Donc par rapport à la moyenne qui est à 1005, c'est un gain qui est énorme. On est quasiment sur un coef de 3,5 à 4. Donc oui, il va y avoir une productivité très importante qui est attendue à ça. Par contre, les missions dans l'usine sont toutes différentes. C'est très étonnant. Il n'y a plus de middle management. C'est-à-dire des gens qui sont en réunion, le directeur n'en veut plus. Il y a des gens qui vont piloter les IA qui vont tourner autour de la logistique. Donc tout ce qui va être de l'arrivée de matière, véhiculer les AGV et ainsi de suite, avec une interconnexion avec les systèmes de commande. Donc là, effectivement, on va avoir des gens qui vont travailler uniquement là-dessus et non pas des approvisionneurs standards. Changement de métier. Avec des gens qui vont travailler sur la performance du système et d'autres qui vont travailler sur l'utilisation des données du système. Et puis après, sur la partie opérationnelle, conduite de la machine, effectivement, c'est des gens en salle de contrôle qui vont être des gens qui vont plutôt être sur de l'action plutôt que sur de la réflexion. On va leur demander d'agir ou de prévenir physiquement sur ce qui se passe sur les moyens de production, mais la partie prise de décision du contrôle-commande, ils veulent que ça soit 100% fait par de l'algorithmie, parce que l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmie capable de régler des problèmes complexes, au final. Voilà. Vous voyez, l'impact est très fort sur les hommes, et en fait, dans l'organisation, il y a un changement de mission. Alors, s'il n'est pas de 100%, parfois, un opérateur reste quelqu'un qui va aider à faire tourner la machine, mais qui va quand même, il va changer de mission. Et donc, ça, je pense qu'il va y avoir au démarrage une équipe autour qui va mettre en œuvre ça et qui va recréer en fait des standards complètement différents. Alors, je passe le micro à Monsieur Carella et puis après Monsieur Damesfontaine. I have some new comments about how we are actually building the new working ways, and we have actually agile teams. So we have those experts who have been working for us 20 or 30 years, and then we are mixing the young people from the university who are really good in programming skills, writing the algorithms and using those. So we have agile teams without any middle management, and then we are giving the targets. Now we have new customers, we have to get the data fast to cloud, get the training data, get it running, and then we get actually really fast the results. So we have new agile teams with the young talent people and the old experts. Monsieur Damesfontaine. Oui, j'ai une remarque parce que c'est effectivement une des questions qui nous arrive beaucoup chez PwC. Qui doit porter ces projets d'intelligence artificielle ou de machine learning? On considère souvent cette question comme une question technologique, donc on peut parfois se tourner vers la DSI qui a déjà l'expérience de développer, effectivement, déployer des ERP, etc. En réalité, la question de l'intelligence artificielle, je pense, et nous, nos recommandations portent beaucoup plus sur les métiers et comment faire progresser les métiers. Donc, on recommande de faire porter la responsabilité par les métiers qui connaissent beaucoup mieux les processus opérationnels et qui, du coup, doivent être en capacité d'exprimer les points d'optimisation et l'attente d'un service d'intelligence artificielle. Un exemple tout bête, quand on regarde la maintenance prédictive, un ingénieur de l'IT va essayer de calculer si un équipement est en état de santé convenable. Voilà. Est-ce que ma presse est dans un état de santé qui correspond à quelque chose de stable? En réalité, c'est pas ça qui est demandé par le métier. Ce que veut le métier, c'est quand est-ce que la machine va tomber, et surtout qu'on me prévienne avant qu'elle tombe, pour que je puisse lancer un ordre de maintenance pour aller intervenir sur ma machine avant qu'elle tombe. Donc la demande est différente, et cette formulation de la demande pour avoir un service intelligent doit être faite par le métier. Après, effectivement, il y a des considérations techno, donc c'est important d'avoir l'IT dans la boucle, parce que derrière, on cherche à construire un système qui soit aussi pérenne et donc qui soit repris et industrialisé par l'IT. Mais porter le sujet par le métier permet quand même d'avoir des garanties de résultats qui soient réellement opérationnels. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
pas d'autres questions. Dernier petit tour de table. Est-ce que vous aviez éventuellement des points sur lesquels vous souhaitiez insister ou est-ce que c'est tout bon de votre côté? Oui, alors peut-être un dernier point qui s'est révélé et qui se révèle toujours important, en tout cas au sein du groupe SEB, c'est on a besoin d'adaptabilité, c'est des nouvelles compétences, et on a besoin de aussi changer les méthodes de travail. On collabore vraiment avec beaucoup de proximité avec le métier. Alors moi j'ai la casquette plutôt IT, vous l'avez compris, mais la proximité et on va dire la colocalisation des travaux, des initiatives, c'est vraiment très important, que ce soit d'un point de vue business, corporate, et c'est aussi vrai d'un point de vue industriel. Se mettre derrière le même écran, dans le même bureau pendant 8 jours pour bien comprendre une problématique et pour savoir comment la traiter, on gagne énormément de temps. Donc c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui a fait ses preuves chez nous. Merci. Eh bien, Monsieur Carla, oui. Yeah. I have still one comment about when we are now running everything on cloud, there's the certain response time that we can give to system. And when we are getting the technology maturing and we have more, the algorithms are validated, and then we can perhaps in the future get the training data automatically, then it's going towards on-site running the algorithms. So we will get some edge level systems that will actually run the algorithms on site, not anymore on cloud, but that's the little bit future. Eh bien, merci en tout cas pour vos interventions de qualité. Merci pour votre attention. Nous avons donc vu effectivement toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour l'industrie papetière en particulier, mais pas que. Mais aussi ce que cela implique comme changement au niveau organisationnel et managérial. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le défi des compétences dans l'usine 4.0 lors de la table ronde demain à 14h. Donc je vous invite à venir. Je pense qu'il y aura sans doute plein de choses encore intéressantes. Merci à tous.